Bienvenue au rendez-vous de Majuscule Propos. Ce soir, on va célébrer le 31e anniversaire de Libération. On parlera de l'héritage d'hier, la promesse de l'avenir. On est avec trois invités. On est avec Albert Dassimbourgois. Bonsoir. Bonsoir, Mandy. On est aussi avec Jessica Mouiza. Bonsoir. On est aussi avec Alice Kalekezi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va tout d'abord revenir sur le discours du président de la République, Paul Kagame, quand il était en train de s'exprimer avec les journalistes au cours d'une conférence de presse. L'essentiel de l'entretien entre le président Paul Kagame et les médias a porté sur les 31 ans du Rwanda après sa libération, les questions sécuritaires du pays et la dynamique mondiale actuelle. Il a également permis de réfléchir au parcours du Rwanda depuis les ravages du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 jusqu'à ses réalisations actuelles et ses aspirations futures. Le président Kagame a décrit les 3 dernières décennies comme un parcours long et difficile, mais néanmoins enrichissant. For me, at a personal level, it's been a very tough but enjoyable journey. Personnellement, ce fut un long cheminement, mais dont je peux être fier, car c'était une bonne chose que tout le monde soit heureux d'y avoir participé. De nombreuses années de guerre ont été nécessaires pour remettre de l'ordre dans notre pays, pour notre peuple, pour nous-mêmes et pour nous tous. Cela fait donc 31 ans, ce qui n'est pas beaucoup. Mais compte tenu de ces événements qui se sont produits pendant ces 31 ans, on peut les considérer différemment, comme quelque chose qui a duré 100 ans. De notre côté, si on y réfléchit, on comprend que ces 31 ans, c'est beaucoup compte tenu du monde dans lequel nous vivons. Considering the world we live in. Le chef de l'État a souligné que ce parcours témoigne des sacrifices consentis par d'innombrables héros, dont certains ont payé le prix ultime. Ces personnes étaient animées par un engagement profond à tout donner pour la liberté du Rwanda. The tough side was what was confronted and dealt with. Les plus durs, c'était de se battre pour quelque chose, d'être quelqu'un d'autre. Ceux qui avaient le cœur fragile auraient pu tomber dès le premier jour. Mais le plus positif, c'est que nous avions beaucoup de gens prêts à donner, prêts et capables de tout donner, car pour eux, cela signifiait tout. Alors, quand quelque chose compte beaucoup pour vous, vous donnez aussi tout pour savoir que ce dont vous avez besoin est entre des bonnes mains. Mais c'était tellement difficile que je ne peux pas trop insister là-dessus. Le meilleur dans ce voyage, c'est que vous comprenez l'histoire elle-même, d'où vous venez et où vous allez. Understanding the story itself, where you are coming from and where you are going. Le président Paul Kagame a également déclaré que le développement que le Rwanda a connu au cours de ces 31 ans n'était pas accidentel. Il était plutôt le fruit des efforts délibérés et de la détermination des Rwandais. That just doesn't come anyhow. You have to have made progress on many fronts to be able to stand for yourself and Ce n'est pas une fatalité. Pour progresser dans de nombreux domaines et être capable de se défendre et de résister à tout, je pense que si nous n'avions pas construit une unité forte et déterminée, nous n'aurions pu survivre. Parce que ce Rwanda ne peut pas vivre au pied des autres. Je vous ai dit en avril dernier que cela s'était produit une fois, mais que cela ne se reproduira plus jamais. Cette fois-là, c'était plusieurs fois, mais la deuxième fois, quelqu'un d'autre paierait en l'autre but. Le Rwanda ne recommencera pas. they will be the ones to go. They will be the ones to perish, not Rwanda again. Cependant, le président Paul Kagame a souligné la nécessité d'assurer la continuité et la durabilité des progrès du pays. You need that continuity. You need that sustainability. Nous avons besoin de cette continuité, de cette persévérance, pour continuer d'avancer,
Même si nous n'obtenons pas de bons résultats aujourd'hui, nous les surmonterons plus tard et les retrouverons dans les prochains mois. Alors, ne vous laissez pas emporter par les victoires ou les accomplissements, mais laissez-les vous inspirer pour continuer d'avancer. L'autonomie a été l'un des piliers essentiels de la stratégie post-libération du Rwanda. 31 ans après la libération du Rwanda, ce soir, on va parler de l'héritage d'hier, promesse de demain. On est avec 3 invités pour décrypter ce sujet si important. On est avec Albert Ludatsimbugwa, homme des médias, analyste politique, qui reviendra sur la rétrospective parce que c'est un parcours dont le président de la République vient de dire que c'était difficile, mais quand même que c'est quelque chose dont son Excellence est très fière. On est aussi avec Dr Alice, qui est juriste, qui est enseignante à l'Université du Rwanda, qui va revenir sur la situation actuelle et faire une analyse de ce qui est d'actualité. Aussi, on a Nisa Jessica qui reviendra sur sa mission en tant que doctorante et militante de la mémoire pour nous parler de sa mission en tant que jeune qui représente l'avenir du Rwanda. On commence avec Albert Ludatsimbugwa. Pourquoi est-il si important de célébrer et d'honorer la libération et quelle est la particularité de ce 31e anniversaire? Je ne dirais pas immédiatement qu'il y a quelque chose de plus particulier aujourd'hui que durant ces dernières 30 années. Mais en fait, je trouve la question vraiment pertinente à ce moment-là parce que 30 ans, c'est une génération. Donc maintenant, on a ceux qui ont libéré vont d'ici peu passer le bâton à la prochaine génération. Et je crois que pendant ces 30 années que j'ai moi-même vécu ici, je crois qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez mis l'attention de ce que c'était cette libération. Surtout que en 94, 95, quand la FPR et son armée, l'APR qui était commandée par l'actuel président Paul Kagame, c'est pas comme à une certaine époque, comme quand on a vu Thomas Sankara, Blaise Compaoré, souvenez avec des Ray-Ban, très cool, les chemises pliées, avec V de victoire, parce qu'il y avait eu le génocide. C'était un moment triste, mais on avait vaincu. Donc il y avait quand même de quoi se réjouir, mais on ne pouvait pas célébrer avec le feu d'artifice. C'était encore un moment. Et puis, on oublie souvent de dire en fait que la FPR est en fait un mouvement de libération, la Xème génération après d'autres mouvements de libération qui ont été en Afrique et un peu partout, depuis Cuba, Vietnam, les mouvements, les Frélimo et tout ça, et que c'est la dernière génération, et que c'était un mouvement inspiré du panafricanisme et avec toutes ses valeurs. Et le panafricanisme aussi était une nécessité de décoloniser en fait l'aliénation que les Africains avaient subie. Et le Rwanda, qui est un État-nation, avec une seule... Parce que ça, c'est une des particularités. Le Rwanda n'a pas été créé par un colon. Je veux dire, il n'y avait pas de Congolais avant Léopold II. Il y avait des Bateke, des Bangala, des Bashi, des choses... Mais il n'y avait pas de Congolais. Il n'y avait pas d'Ougandais. Il y avait des Banyangore, des Waganda et tout ça. Il n'y avait pas de Kenya. Mais il y avait le Rwanda. Et donc, le Rwanda, malgré tout, en étant un État-nation, avait été aliéné quand même par une présence coloniale. Et c'est cette aliénation qui a fait que nos parents ont dû fuir, sont devenus réfugiés, et qu'aussi on a tué 1 million de Rwandais. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens qui ont été tués, on avait des situations où un mari tuait sa femme et ses enfants, ou une femme tuait son mari. Donc c'était vraiment à l'intérieur même de la famille. Donc l'FPR, dans la libération, par exemple, une des choses importantes, c'est que malgré on avait perdu 1 million de Rwandais, on n'a pas eu un mouvement de vengeance. On a dû arrêter tout ça. On a dû essayer de passer par la justice, la réconciliation, le pardon et tout ça. Et ça, c'est quelque chose de... Aujourd'hui, la génération qui vient maintenant, il faut qu'on puisse transmettre ça. Qu'ils sachent qu'ils ont aussi maintenant leur responsabilité, leur libération à eux, c'est de maintenir cette histoire.
C'est de maintenir et de savoir tous les sacrifices. Et savoir aussi que ce qu'a dit le président, c'est que plus jamais ça. Quand à New York, ils marquent Never Again, mais pour eux, ce n'est que des mots. Mais pour nous, ça doit être une réalité. Et surtout que cette génération qui a commencé est en train de la maintenir. Maintenant, ça a été plus facilement transmissible à travers, par exemple, des institutions qui gèrent notre sécurité, par exemple l'armée, la sécurité, la police et tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que panafricain, justement, le Rwanda envoie son armée là où elle peut aider, là où les gens ont ce genre de danger. Et justement, elle transpire ça. Et ça passe facilement dans ces institutions-là. Maintenant, je crois que, à fur et à mesure aussi, les gens qui servent en tant que dans le gouvernement, etc., aussi peuvent rentrer là-dedans. Mais maintenant, dans le privé, il faut aussi qu'on puisse partager ça. D'ailleurs, ce serait bien que l'industrie créative aussi pense à ça, parce que c'est ça qui amène les gens. Oui. Et donc, c'est vraiment très important parce que depuis lors, en fait, on n'est pas vraiment sorti du danger. Oui, entre nous, oui. Mais autour de nous, il y a tout un monde qui ne comprend rien de tout ce que je viens d'expliquer ici. Et que ça, par exemple, nos jeunes artistes devraient aussi pouvoir s'inspirer de ça. Moi, j'ai grandi en écoutant Bob Marley, et les Black Panthers et tous les mouvements, etc. Aujourd'hui, les Rwandais, peut-être, au lieu de simplement aller dans un beat nigérien qui fait bouger les gens, peut-être ils pourraient aussi penser à avoir un message. Parce que même vis-à-vis des autres Africains, parce que ce que je viens de dire, les autres Africains ne savent pas. Souvent, on parle du Rwanda, un agent des Occidentaux, des intérêts. Et en fait, les artistes, je partage votre avis parce que les artistes rwandais, par exemple, là, aux États-Unis, maintenant, ils sont en train de partager leur message parce qu'ils sont déjà dans le Rwanda Convention 2025. En tout cas, ils ont porté le message, ils comprennent, ils partagent aussi votre avis. Je pense que c'est quelque chose dont le Rwanda devrait être fier. Absolument, non, absolument. Et on a cette particularité. Et en fait, même tout ce que je viens de dire ici, on ne l'a pas assez dit pendant 30 ans, parce qu'on s'est concentré à survivre, à faire que ça marche aussi, tu vois. Mais je crois qu'après 30 ans, après cette génération, en regardant moi dans le rétroviseur, il est temps qu'on en parle. Qui on est et what we stand for. Oui. C'est ça qu'on représente. Oui. Et c'est ça qu'on veut partager aussi avec nos frères africains. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce qu'il vient de parler. Il vient de mentionner la survie. Donc, parlant on dirait, de la survie à la vie. Aujourd'hui, c'est comme, je m'excuse, de la survie à la vie. Le président de la République vient de dire que c'était un parcours difficile, mais dont il est fier. Alice, vous, de votre point de vue, qu'est-ce que ça représente par exemple, quand il a dit que le Rwanda respecte les règles, mais qu'il fait ses propres choix pendant le discours. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce dont Albert parlait. Il n'est pas toujours évident pour une jeunesse qui n'a pas été marquée par ça, que tout ce dont nous jouissons aujourd'hui, et qui sont la justification de sa joie, c'est le fruit des choix bien précis. Il en a parlé. Le Rwanda, le Front patriotique rwandais, aurait pu choisir la vengeance. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, au cœur des choix politiques qui se sont faits et qui ont été mis très clairement en avant par exemple, la déclaration de politique du 19 juillet 1994, l'unité était centrale, la sécurité des Rwandais était centrale. Et c'est ce discours qui est encore dominant dans la vie des Rwandais, dans la vie du Rwanda. Peut-être pour une génération qui n'a pas vu les dangers, qui en entend parler, ça peut être assez immatériel. Mais en juillet 1994, essayer de chercher les forces positives pour pouvoir reconstruire ce pays ensemble, en dépit du fait que non seulement tout un État
le fameux régime Yabatabazi, a pris les armes contre sa propre population et a mobilisé une intense participation populaire, y compris ceux qui n'ont jamais tué avant, y compris ceux qui tuaient des gens dont ils étaient le plus proches et même des parents. Donc, dans ce contexte-là, où des jeunes militaires sont revenus trouvant leur famille complètement rasée, leur maison rasée, ne pas s'adonner à la vengeance. On ne le dit pas suffisamment, je suis d'accord avec Albert, on ne le dit pas suffisamment, on ne le montre pas suffisamment, a été un choix extrêmement difficile, mais dont nous voyons les fruits aujourd'hui. Décider, dès les premières années après le génocide, je parle de 98-99, que les personnes, les familles qui sont parties en exil, quand le Front patriotique a pris le pouvoir, pouvaient revenir reprendre leurs biens et déloger des personnes revenues d'exil depuis 35 ans. C'était une décision difficile. Centrer la politique du gouvernement sur l'inclusion de tous. C'est très intéressant de savoir que dernièrement, encore à la télé, je dis dernièrement, quelqu'un faisait référence à gouvernement Yubumwe Nubriyung. Dans la population rurale, ils ont encore ce discours-là. Parce que il a été décidé. Pour ceux qui ne Comment? Traduit En français. Oui, le gouvernement, on appelait broad-based, hein, donc à base élargie, hein, d'unité et de réconciliation. Les Tayubumwe Nubriyung. Avoir dès 2000, un peu les prémices de ce que nous appelons Umushikirano aujourd'hui, la convention qui, en 2000 déjà, a essayé de toucher la diaspora. Donc, les choix politiques, il y a une constance extraordinaire, même si on change, mais il y a une constance extraordinaire. Et comment, pour revenir à votre question, comment je lis ça à le fait de dire que le Rwanda fait ses choix. Fait ses choix. Le Rwanda fait ses choix. Si le Rwanda n'avait pas fait le choix, le Front patriotique rwandais et l'armée patriotique rwandaise n'auraient pas sauvé les vies qui restaient. Parce que les lois sont faites pour régler des problèmes. Et en tant que juriste, je peux le dire, il y a ce qu'on appelle le droit des gens. Mais le droit des gens est quelque chose, des concepts qui ont été, dans un contexte bien précis, décidés par des puissances à qui ça servait. Oui. Donc, tout État, quand on dit le Rwanda ne suit pas les règles, ça ne veut pas dire que le Rwanda le président n'a pas voulu dire que le Rwanda ne croit pas à l'interdépendance, hein, que le Rwanda n'a besoin de personne. Nous ne vivons pas dans un monde où on peut... Je crois qu'on n'a jamais vécu dans un monde... L'être humain, depuis sa création ou son apparition, n'a jamais vécu dans un monde sans être interdépendant. Cependant, quand il le faut, les choix qui concernent les intérêts et les préoccupations d'un peuple doivent être mis en avant. Si le Rwanda n'avait pas fait des choix, depuis 1997, ce pays ne serait pas là où il est. Si le Rwanda n'avait pas... Si le monde suivait les règles, nous n'aurions pas des mercenaires pour combattre au Congo. Si le monde suivait les règles, la Convention des 48 existe sur le génocide.
Hein? Donc, si vous permettez, le monde propose des règles et le Rwanda respecte les règles, mais fait ses choix en termes de sécurité nationale. C'est ce que vous voulez dire? Absolument. Ce que le président a voulu dire et ce que l'observation du monde est, c'est que le Rwanda est d'abord préoccupé par ses intérêts et ses besoins. Ouais. En Et tout c'est cas, ça qui guide ouais. les choix du Rwanda. Voilà. Si ça va avec les autres règles que demande le peuple, mais si les intérêts du Rwanda sont menacés, si le Rwanda avait suivi ces fameuses règles, avec ce que la soi-disant mission de la paix de l'Afrique australe avait accumulé comme munitions et hommes et femmes d'armée pour combattre soi-disant le M23, mais en réalité, avec un agenda presque pas caché. Oui. Donc, à tout moment, l'autodétermination, c'est aussi penser que ces règles peuvent être hégémoniques. Ouais. Quand même, vous vous rappelez que toutes ces lois se faisaient, les droits des gens et tout ce dont on parle, la traite des nègres a eu lieu, la colonisation a eu lieu. Il a été quand même accepté que Dieu qui est si bon ne peut pas mettre un cœur ou une âme dans un corps si noir. Donc, les règles sont là pour organiser la vie et pouvoir répondre aux besoins et aux intérêts des peuples. Vous venez aussi de mentionner quelque chose sur lequel on va revenir après, si Dieu n'avait pas mis, parce que aussi le président de la République a mentionné qu'en termes de ceux qui croient, c'est un message, il a donné un message à tout le monde, il a donné un message à ceux qui parlent de la sécurité et tout, mais aussi à ceux qui parlent de croyances. Il a dit que lui, de son côté, il a ses notes dans la poche et qu'il va montrer à la fin, on va y revenir. Jessica, on vient de faire on a regardé dans un rétroviseur avec Albert, on vient de parler de l'actualité avec Dr Alice, et maintenant, en tant que militante de la mémoire, vous êtes jeune. Que représente pour vous la libération, aujourd'hui, 31 ans après? Justement, ça me fait me rendre compte que je suis jeune, mais pas tant que ça, parce que j'ai 32 ans. Et il se trouve qu'une grande partie des Nkotani qui ont libéré le pays étaient bien plus jeunes que moi. Et qu'ils avaient un courage exceptionnel, qu'aujourd'hui, il est assez difficile de penser comment des personnes aussi jeunes, contre l'avis de leurs parents, parfois, sont parties en pleine nuit, ont quitté leur campus, leur ville, leur camp de réfugiés pour rejoindre une lutte contre un État bien en place, armé, entraîné, financé, appuyé par des États occidentaux, par d'autres pays qui envoyaient des armes, de l'argent, et que ces jeunes personnes ont eu vraiment cet esprit de mettre fin au génocide et de participer à une entreprise qui est très clairement aussi décoloniale, panafricaine. Le principe de non-vengeance, je vais ajouter une toute petite chose, c'est que, parce que vous en avez déjà bien parlé, c'est que ça a été fait pour nous-mêmes, pour préserver l'humanité de la nation qui allait être construite. On peut, le mettre en avant comme quelque chose qui nous rendrait presque supérieurs, mais c'est quelque chose qui nous rend collectivement humains, de ne pas se venger, de ne pas faire la même chose, de ne pas se rabaisser au niveau de nos ennemis politiques qui avaient un projet de mort. Donc pour moi, la libération, c'est un projet de vie. C'est un projet politique, encore une fois, je répète, décolonial, parce que c'est Frantz Fanon qui, par exemple, explique que les personnes colonisées, en contexte dans le pays du colonisateur, vont s'adonner à des actes de violence contre le colonisateur, mais en pays colonisé ou anciennement colonisé, les actes de violence se font entre frères, parce qu'il y a quelque chose d'absolument ingérable et de trop compliqué d'essayer de combattre un système qui est trop puissant pour soi. Donc il est plus facile d'aller voir son frère et de dire « toi, ta tribu, toi, ton ethnie, ta race, ta famille », et d'en finir avec des actes ignobles dans une idéologie comme l'idéologie génocidaire.
Donc je pense que effectivement, on a encore du chemin à faire avant de prendre toute la mesure de la libération, de comment elle s'est déroulée, pourquoi elle s'est déroulée et avec quel mécanisme précis. On adorerait, je pense, pour ma génération, avoir plus de témoignages, plus de films, plus de documentaires de la part des premiers acteurs de la libération, pour ensuite pouvoir, à notre tour, en faire mûrir les fruits. Et je voudrais aussi parler du courage des survivants, qui, au lendemain du génocide, et même pas au lendemain du génocide, en fait, pendant le génocide, parce qu'après le 4 juillet, il y a toujours des personnes assassinées, parce que Tutsi, des femmes, des enfants, des bébés, des hommes pourchassés. Et les survivants ont très vite séché leurs larmes, ont repris le chemin du travail, ont reconstitué des familles, se sont occupés de tous ces petits-enfants qui étaient sans parents, sans défense dans les rues. Et c'est vrai que quand on se rappelle de tout ça, c'est aussi encore un petit peu difficile de juste faire la fête. Parce que c'est très douloureux. C'est encore là, les gens se souviennent, les rescapés disent 31 ans plus tard, les blessures sont parfois plus vives encore. En tant que jeune chercheuse, j'ai aussi commencé à faire des entretiens de recherche avec des enfants de rescapés qui ont parfois des symptômes physiques du traumatisme plus puissants même que les adultes. Et donc ce sont des problématiques très actuelles. Et par ailleurs, je trouve que l'empathie s'est très vite évaporée. Du point de vue international, hein, j'entends. Les gens parlent du miracle rwandais, de ce gouvernement qui serait trop sévère, pas assez démocratique. Et en fait, ils ne voient pas tout le challenge d'un État entier, de toutes ses composantes, tenu par un leadership impeccable, et le fait qu'on est toujours en situation post-génocide. Moi, c'est ce que je dis toujours. Quand on nous demande, 31 ans après, vous êtes encore en train de... Oh, vous parlez tout le temps du génocide. Et la première réponse que nous devons avoir, c'est comment osez-vous? À toutes ces personnes qui commentent notre histoire de loin, qui n'ont plus d'empathie depuis, je pense, 2 semaines après le génocide en 1994. Non, jamais eu. Depuis le mois d'août. On doit leur demander comment osez-vous? Est-ce que vous connaissez la situation des rescapés? Est-ce que vous connaissez la situation des enfants de rescapés? Est-ce que vous connaissez la situation socio-économique dans tout le pays et les efforts que font les Rwandais tous les jours, tous les matins pour se lever et continuer ce travail-là? Quelque chose qui me touche aussi, c'est les petites résistances de tous les jours. Je pense que des fois, on est un peu aussi pessimiste envers les jeunes Rwandais. Pardon, Jessica, quand vous Oui. parlez de résistance, vous parlez par rapport à quelle catégorie? Je voulais parler des jeunes Rwandais aujourd'hui qui continuent ce travail-là, parce qu'on nous dit souvent que voilà, on doit s'y mettre, mais il y a déjà une grande partie du pays qui est au travail, que ce soit des activistes, mais pas que, aussi des personnes qui sont dans des travaux de construction, par exemple, de BTP, du bâtiment ou autre. Moi, je compte plus le nombre de soirées que je passe avec des amis d'amis, et où au bout de quelques heures, on échange quelques bières, on rigole. Après, la discussion devient sérieuse. Les gens se parlent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour construire le pays? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour construire cette région? Là, j'ai vu qu'il manquait ça. Demain, tu amènes ça, j'amène ça. On fait ça. Il est 4 heures du matin. Les gens parlent de construire le pays et de continuer ce travail-là de la libération. Oui. Et ça, c'est exceptionnel. Oui. Et une autre chose pour ma génération, c'est que l'histoire de la libération, elle permet de comprendre toute l'histoire du génocide. Comme vous l'avez dit, Dr Alice, par les choix politiques du FPR, qui parfois ont préféré aller sauver des personnes plutôt qu'aller sur un objectif de défaire le gouvernement génocidaire. C'est un choix politique tellement humain. Et aussi tout le reste de la reconstruction pendant ces mois-là, qui est quelque chose d'absolument qui doit entrer dans la grande histoire de lutte contre les idéologies de haine, de lutte contre le racisme. La lutte Voilà. continue. La lutte continue, tout à fait. Merci Jessica. Albert, vous avez mentionné au début la raison pour laquelle c'était vraiment difficile, ça se comprend, de célébrer, bien que c'était une victoire, que c'était une libération. Aujourd'hui, 31 ans après, c'est quoi le défi dans la transmission de la mémoire et de cet esprit de libération? Il y a plusieurs
facettes à ça, parce que le défi peut être la banalisation. En fait, on fait une fête, bon, mais le fait d'avoir un moment de réflexion permet de ne pas rester, enfin, de ne pas tomber dans la banalisation. En même temps, comme dit Jessie et Jessica et Dr. Alice, le travail de tous les jours, en fait, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi au Rwanda, c'est le fruit déjà aussi des choix qui ont été faits, le choix de ne pas se venger, de choix de faire. Aussi parce que je sais que, comme on nous voit en ligne et qu'il y a certainement des francophones africains qui vont nous regarder, en Afrique, on a aussi subi cette aliénation de croire qu'il y a des guerres tribales. Et même les Africains y croient, que c'est normal. Pourtant, il n'y a pas eu de pire guerre tribale que les Occidentaux depuis 2000 ans, qui ont été même les plus sanguinaires possible. Mais donc, on a toujours voulu présenter aussi ça, cette histoire du Rwanda. Mais au Rwanda, il n'y a qu'une seule tribu, c'est la tribu des Banyarwanda. Mais l'aliénation a amené à ce que ces gens se rentrent dedans. Enfin, même pas se rentrent dedans. Que certaines personnes ont mis à mort le corps même des Rwandais. Et sous influence extérieure. Les mêmes gens qui les ont influencés, du temps déjà de nos parents, c'est leurs descendants qui aujourd'hui, ici, veulent chaque fois nous donner des leçons. Oui. Albert, si vous permettez, d'une manière plus simple, puisque là, le temps nous fait défaut. Okay. Le président de la République a dit que... 3 points. Je vais vous lancer un défi, en fait, parce que vous êtes homme des médias, vous suivez ce qui se passe. Ici, on est en train de faire une conversation. Le président a dit qu'il est étonné de voir ce petit pays qui est le Rwanda. Pourquoi il fait lever tout le monde, parler tout le monde, même ceux qui n'ont rien à dire, qui n'ont pas d'expérience, parlent du Rwanda du matin au soir. Ça, vous considérez ça. Aussi du côté des chercheurs. Il y a des personnes, même le président a mentionné, qui, comme s'ils avaient déjà prémédité ça, des messages, des résolutions à un temps précis, et ils apportent tout ça. Alors vous, de votre point de vue, en tant qu'homme de médias, le défi maintenant, 30 ans après, 31 ans, c'est la transmission de la mémoire. Quel est le défi urgent qu'on devrait vraiment dire ça, il faut qu'on essaie de résoudre? Parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux. Bon, oui, c'est pire encore aujourd'hui. Comme vous dites, en fait, je veux dire, les trash ou les fake news sont légion, en fait, et à plus haut niveau. Parce que même dernièrement, quand j'ai vu qu'il y avait un rapport des experts des Nations Unies qui sort, non, il n'est même pas sorti, il est leaké, donc voilà. On l'a fuité. Et là-dedans, on lit que le groupe des experts a des informations comme leurs sources à l'intérieur du gouvernement rwandais et de l'armée rwandaise, comme quoi, en fait, le but du Rwanda, c'est d'annexer une partie du Congo. Mais c'est une insulte à notre intelligence, quoi, je veux dire. Comme quoi, franchement, les groupes des experts, ils ont des sources à l'intérieur du gouvernement et de l'armée rwandaise. Ce Rwanda-ci qu'on connaît. Non, mais c'est... Et en plus, et en voulant en même temps, avec ça, c'est pour ne pas parler du problème qu'il y a. Le problème, ça fait plus de 20 ans maintenant, ça fait d'ailleurs 26 ans qu'il y a une force de l'ONU. Quand la force de l'ONU est arrivée, il y avait 4 groupes armés. Aujourd'hui, il y en a 280 sur 26 ans. Donc, on ne fait jamais là. Ça fait 30 ans. Enfin, nous, on a été exilés pendant 30 ans. Ça fait maintenant aussi 30 ans qu'il y a des Congolais Banyarwanda qui sont en exil depuis 30 ans, qu'il y a des génocidaires. Imaginez-vous s'il y avait un groupe de SS Waffen-Bazar après la Deuxième Guerre mondiale qui s'est retrouvé en Pologne en train de faire une guérilla contre l'Allemagne. Mais ça aurait été la tollée. Mais ici, c'est les Noirs, c'est les Africains. Donc c'est ça. Si on ne le fait pas nous-mêmes, ce n'est pas eux. Parce que déjà en 1994, ils ne sont pas venus. Il y avait la MINUAR, c'était le même Conseil de sécurité, les mêmes personnes, c'est les mêmes pays qui sont toujours là. Et eux, en fait, c'est eux qui créent le narratif.
et on doit les croire. Et là où le Rwanda gêne, depuis 1994, depuis en fait de ne pas vouloir se laisser tuer, se laisser mourir, ça a gêné ces gens-là. Et depuis lors, le fait que le Rwanda soit ressorti de ses cendres et soit pratiquement un exemple en matière de gouvernance, de développement, etc. Chez nous, c'est « leave no one behind » parce qu'on a tellement laissé des gens behind que c'est notre motto. Et ça gêne, c'est évident. Et surtout qu'on est tout rikiki, mais stress costaud. C'est ça ouais. que... On fait lever tout le monde. Donc, non, et ça gêne de voir que... Et donc, donc, pour vous, ça veut dire que c'est le problème, la cause profonde, c'est ça le défi. En tout cas, le fait qu'on ne va pas selon leurs règles, et ça fait... Vous êtes jeune, mais ça fait 30 ans qu'il nous raconte que le président Kagame a des squelettes dans ses tiroirs. Mais on ne les a jamais vus, jusqu'à aujourd'hui. Parce que s'il y en avait, il ne serait plus le président. Il aurait déjà amené. Il ne rêve que de ça. Mais il n'y a rien. Tout est là, tout est clair. Comme il dit, toute l'aide que nous avons reçue, jusqu'au dernier centime, on est redevable. On sait à quoi ça a servi. Mais nous aussi, on a vu qu'il ne faut certainement pas dépendre de... Vous savez, les vendeurs d'armes et les vendeurs d'aumônes, c'est le même. C'est un business. Oui. Et donc, du fait qu'on n'accepte pas l'aumône, on n'accepte pas, on devient ennemi public numéro 1. Oui. On dérange. Parce que vous imaginez s'il y avait 30 Rwandais... En fait, si je comprends ce que vous dites, ça veut dire que si vous mettez trop de logique, vous devenez une menace pour ceux qui... pour faire court, peut-être pour... Peut-être, si je peux terminer, leur grand problème aussi, c'est que si le Rwanda faisait tâche et que d'autres pays se disent, tiens, mais si on faisait comme au Rwanda, ça, ce serait un problème. Parce que ce serait l'émancipation de l'Afrique. Et ça, pour eux, c'est l'horreur, c'est le cauchemar. Mais oui. Docteur Alice, absolument. Dans l'univers que nous vivons, l'ordre mondial, il y a presque une muraille des Chines entre ceux qui doivent penser et ceux pour qui on doit penser, ceux qui doivent se développer et ceux qui doivent recevoir l'aumône, pour le citer. Et c'est le principe. C'est dans l'ADN du système capitaliste mondial et impérialiste. C'est pour ça que j'aurais dit le mur de Berlin plutôt que la muraille de Chine. C'est ça. Donc métaphore pour métaphore. Donc ça, c'est quelque chose, ça c'est une première chose à laquelle il faut vraiment réfléchir suffisamment. Il y a une division entre ceux qui doivent avoir et ceux qui ne doivent pas avoir. Vous direz après qui? Oui, ceux pour qui. Et il s'agit d'un script. Le Rwanda défie le script. Wow. Encore une fois, pour faire un regard rétrospectif, c'était en 1995, toutes les prédictions, y compris par des scientifiques sérieux, il était déclaré que, d'abord, le Rwanda n'existerait pas, donc il était sur ses cendres, cliniquement mort. Et vous me faites penser que le 16 juillet à Paris, nous avons organisé un concert juste pour déclarer que nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants avec les artistes ici. Mais c'est une conversation pour une autre fois. Mais ils avaient prévu un cycle de violence, de tuer pour 30 ans. C'est pour ça qu'ils disaient qu'on n'avait pas d'avenir. Il y avait une proposition de diviser le Rwanda à la limite en Tutsi-land et en Hutu-land. Oui. Deuxième point, pour la reconstruction du Rwanda, toutes les aides étaient refusées, étaient du moins conditionnées au paiement des dettes, y compris des machettes. Oui,
Comme on parle de transmission, il faut que ce soit clair. Le club de Paris s'était réuni et a fait ces déclarations-là. Troisième point, il faut savoir que dans le même temps, dans les camps de réfugiés à côté, à Kibumba, Mugunga et j'en passe, jusqu'en Tanzanie, toute l'aide était transférée là-bas. L'aide du Rwanda, hein? L'aide qui était destinée au Rwanda à cette époque-là, allait dans les camps des réfugiés, là où il y avait les génocidaires. Un autre point, il y avait soi-disant une commission des droits humains qui était établie ici, qui se chargeait d'exfiltrer les génocidaires restants, après l'opération turquoise. Donc, ce pays, pour les plus jeunes, il faut toujours se rappeler qu'il a été gagné à la sueur, le sacrifice. Si on doit se rappeler quelque chose à l'occasion de la libération, il y a le sacrifice des survivants et le sacrifice de ceux qui sont venus de toutes parts pour reconstruire ce pays. En dépit de tout. En dépit de tout. Donc, le Rwanda, il y avait une chronique d'une mort annoncée qui ne s'est pas réalisée. Et donc, ça c'est une partie du problème. Une deuxième partie du problème, non seulement ça ne se réalise pas, mais le Rwanda se remet debout et dans la dignité. Encore une fois, ce n'est pas attendu. Mais avant tout ça, le Front patriotique rwandais n'a pas été demandé la permission à aucune capitale occidentale pour réclamer les droits des Rwandais qu'il est venu. Et si on peut se rappeler ces éléments-là, si on peut transmettre suffisamment ces éléments-là, et je terminerai entre mai 98 et mars 99, tous les samedis, il y avait au village Urugwiro, pas très loin d'ici, en face, des réunions de concertation pour demander comment reconstruire le Rwanda. 4 générations de leaders rwandais se sont réunis. Ceux qui ont gouverné pendant la royauté, ceux qui ont gouverné pendant la colonisation, la Première République et la Seconde République. C'est avec les consultations populaires et d'autres forces vives qu'est né le ciment des orientations politiques, mais couché sur l'idéologie du Front patriotique rwandais. Ne jamais oublier cela si nous parlons du présent, d'avenir. Mais ce faisant, le Rwanda est contrevenu à tout ce qu'on attend d'un petit pays pauvre africain, sud-saharien. Et il faut toujours se rappeler ça. Aujourd'hui, il a défié les règles. Défier les règles. J'aimerais partir sur le fait de... C'est resté dans ma tête. Il y a un script et le Rwanda a défié, ou bien est en train de défier. A réécrit son propre script. Voilà. Mais aussi, Jessica, j'aimerais demander par rapport à ton... vous êtes d'une autre génération et qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a un script et que le Rwanda est en train de défier ce script, qu'est-ce que vous comprenez par là? Et je propose, parce que le temps nous fait défaut, mais j'aimerais revenir sur ce que le président a dit sur la question de sécurité. Je ne sais pas si dans... OK, on revient, mais on revient, chaque personne aura comme 2 minutes. On va aller droit au but, on doit faire comme 7 minutes. J'apprécie votre temps et aussi votre message très important. On revient, si la régie est prête, on peut jouer le clip là où le président de la République est revenu sur la question de sécurité. Au cours de l'échange entre le président de la République Paul Kagame et la presse nationale et internationale,
Plusieurs sujets ont été abordés, notamment celui lié à la question de la crise en RDC, particulièrement de la signature de l'accord de paix la semaine dernière à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Le président Paul Kagame a clairement indiqué que si la RDC ne respectait pas les engagements pris dans l'accord, le Rwanda ne retirerait pas les mesures de sécurité mises en place pour protéger sa souveraineté et ses citoyens. navuga ko ku ruhande rw'u Rwanda tuzakora ibyo twemeye uko bishoboka. J'ai clairement indiqué que le Rwanda allait respecter ses engagements, à condition que l'autre partie en fasse autant. Si ces derniers ne tiennent pas leurs engagements, cela s'entend qu'il y aura des conséquences par rapport à notre manière d'agir. Nous allons remplir nos engagements. Et si l'autre partie ne le fait pas, nous allons chercher d'autres voies. Mais avant cela, le Rwanda prendra toutes les mesures pour protéger ses citoyens. Le président Kagame a exprimé sa gratitude au président Trump pour son rôle dans la recherche des solutions durables aux tensions persistantes entre le Rwanda et la RDC. Le président Kagame a également attiré l'attention sur les approches contrastées entre la médiation menée par les États-Unis et celle des pays européens et des organismes régionaux. For me, I think there is a chance. Pour ma part, j'estime que c'est une chance pour l'évolution actuelle des accords de paix. Ce problème a eu différentes approches par les différentes médiations. Certains ne prenaient pas en compte les origines profondes de la crise et s'est focalisé sur le M23, le Rwanda, et ne pouvaient rien apporter, car l'histoire n'avait rien appris à certains acteurs. I don't think they have even learned from history. Le président Paul Kagame a souligné que certains des pays qui réclament des sanctions contre le Rwanda sont en réalité complices de l'instabilité persistante à l'est de la RDC. Il a réitéré que la résolution de la crise sécuritaire exige un examen approfondi et honnête de ses origines, un processus qui, selon lui, a longtemps été ignoré. L'attention se porte désormais sur la prochaine phase des négociations qui devrait impliquer le gouvernement congolais et le mouvement politico-militaire de l'AFCM 23, un groupe composé des ressortissants congolais qui défendent leurs droits. Ce pourparlers devrait inclure une médiation du Qatar. Le président Kagame a clairement indiqué que toute issue significative de ces négociations dépend de la volonté de la RDC d'accepter et d'intégrer des segments de sa population dont elle tente depuis longtemps de se dégager, accusant souvent les pays voisins. Equally important, there is another deal ongoing. La prochaine étape concerne le pourparlers intercongolais entre le gouvernement congolais, l'AFCM 23 et les autres acteurs qui se poursuivent au Qatar. Vous vous souviendrez, lorsque j'ai rencontré le président Tshisekedi au Qatar, c'est là où tout a commencé. Nous avons essayé de revenir sur les racines du problème. La RDC voulait réduire cette question entre les deux pays, alors qu'une grande partie du problème ne concerne pas le Rwanda. C'est un problème congolais. That is DRC's problem, not anything to do with Rwanda. Il a conclu en affirmant que la sécurité du Rwanda n'est pas négociable et que la souveraineté du pays ne dépend pas de la volonté ou de la validation d'acteurs extérieurs. La sécurité du Rwanda n'est pas négociable. Est-ce qu'on peut repartir sur ce que Dr Alice avait dit? Il y a un script, mais le Rwanda est en train de défier ce script. C'était intéressant, juste avant le clip, justement, parce que les consultations dont elle a parlé, c'est ça qui a commencé, je dirais, politiquement, la gouvernance complètement différente de ce qu'on a connu nulle part ailleurs, d'ailleurs. Et peut-être qu'on n'en parle jamais assez, parce que les gens voient toujours le Rwanda, ils voient un président qui fait autant d'années, ils croient que c'est une dictature, etc., etc. Alors que, en fait, à la fin du dernier siècle, jusqu'en 99, 2000 à peu près, la conclusion des gens qui avaient été consultés
sur tout le pays pendant des mois et des mois. La conclusion a fait que le Rwanda est venu avec un système démocratique qui est justement, qui s'est aussi inspiré d'ailleurs, parce qu'on n'a même pas tout, on n'a pas inventé la roue, on l'a adapté. En fait, et ce n'est pas assez dit, au Rwanda, on n'a pas une démocratie en fait d'opposition. On a une démocratie consensuelle. Parce que l'idée, ce n'est pas simplement qu'on devait se remettre ensemble, mais c'est aussi la conscience d'un mouvement de libération qui dit que, et les autres ont compris aussi, c'est qu'on ne va pas simplement singer un système qui a été fait ailleurs et qui a toute une histoire. Ici, l'histoire, c'était de voir qu'on est tellement en arrière, on est tellement, je dirais, en retard pour tellement de choses. L'accès à l'électricité, à l'éducation, à toutes ces histoires. Comment est-ce qu'on va faire des gouvernements une fois moi, et puis une fois toi, et puis une fois moi, et puis... Alors qu'on devrait faire un truc où tous ensemble, on va dans le même but. Ça veut dire qu'il y avait le FPR, il y avait le PL, il y avait le PSD, il y avait d'autres, tous les partis qui sont là aujourd'hui. Et donc, ça a été l'originalité du Rwanda, surtout que dans notre système, dans tout cela, malgré tout, le vainqueur ne prend pas tout. Jamais. Ça veut dire que les FPR étaient conscients aussi qu'ils avaient plus de... À la fin, après le génocide, après la guerre, les autres partis avaient été touchés par le génocide, par la guerre, etc. Ils n'avaient pas les mêmes ressources que les FPR. Mais les FPR, avec les autres, ont conclu que s'il y a un vainqueur... le vainqueur ne peut prendre que 50%, 50% des sièges, par exemple, au Parlement. Ce qui veut dire que tous les autres 50%, ils sont après divisés avec tous les partis. Ce qui veut dire que tous les partis sont toujours ensemble. Ils contribuent ensemble. Et si on a un président qui vient d'un certain parti, bien, le garde des Sceaux sera d'un autre parti, le Speaker of Parliament sera d'un autre parti, et donc les postes clés de la gouvernance sont toujours en fait distribués aux différents partis. Ça, c'est une chose qu'on ne dit jamais. Donc on croit toujours que c'est la dictature, etc. Non, en fait, une des raisons du succès, de pourquoi on a pu faire ce développement qu'on ne voit pas ailleurs, c'est parce que justement, on n'est pas en opposition. Et ça fait partie de tout le programme justement de reconstruire le tissu de la nation et se remettre ensemble. Ouais. Et ça a pris aussi du temps parce qu'il faut avoir... Les gens, depuis les indépendances des pays africains, dans les années 60, le seul modèle qu'on a vu, c'est des modèles qui ne fonctionnent pas. Et il ne faut pas oublier, ces pays dont je vous parlais, la colonisation n'avait pas comme mission de créer des nations, c'était des propriétés d'exploitation. Mais les pays qui ont hérité ça, et les dirigeants qui ont hérité ça, souvent ont failli à créer cette nation, au Congo, en Ouganda, au Zimbabwe, ou n'importe où. Donc les gens se voient toujours comme des ethnies à l'intérieur de ça. Au Rwanda, il fallait tout remettre ensemble. Mais ce qu'on a fait, ce genre de démocratie, ce n'était pas le script que l'Occident voulait nous donner. Et donc, du fait qu'on vienne nous-mêmes avec notre propre solution, ça nous met mal avec eux. Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours en train de nous critiquer parce qu'eux, ils font les choses différemment. Ouais. Et donc, si j'avais bien un message, c'est que tout ce qu'on vient de dire, de toute façon, j'espère aussi que... Donc, aussi l'exemple des années post-indépendance, c'est que l'exemple en Afrique, c'est que quand on rentre dans l'appareil de l'État, on va là pour manger. Oui. Et ça, le Rwanda a tout à fait démontré que si vous rentrez dans le service public, c'est pour servir. Et on peut montrer les résultats maintenant. Donc les gens qui ne vont pas dans le secteur privé, qui vont travailler pour l'État, si on les attrape en train de manger, voilà. Ouais. Mais donc, le message, pour aller vite, j'espère que ce gouvernement aussi pourrait aussi réfléchir à une façon à ce que ce genre d'éducation soit aussi donné dans le système de notre éducation. Ouais. Parce que les gens doivent l'apprendre depuis le plus jeune âge. Ouais. Parce que au fur et à mesure qu'on grandit, on est aussi influencé par ce qu'on voit d'ailleurs. Et si on n'a pas un message fort à partir de nous-mêmes, et l'école, ou en tout cas, c'est un des meilleurs moments. Merci beaucoup, Albert. Yes. Jessica, en 60 secondes, le script
qui est là, le Rwanda est en train de défier. Ton point de vue pour conclure? Mon point de vue, Et c'est ta mission, parce que maintenant on parle Oui. de héritage d'hier, promesse de demain, vous êtes la promesse de demain. Le point de vue, c'est que c'est réel, tout simplement. On a bougé le script. Il y a beaucoup de colonisation mentale aujourd'hui, en 2025, parmi des jeunes afrodescendants du monde entier. Je trouve que les jeunes Rwandais se tiennent debout, fermement, avec dignité, pour affronter tous les défis qui sont devant eux, où qu'ils soient sur cette planète, au Rwanda ou ailleurs. Et la chose que j'aimerais pour le futur, c'est qu'on fasse plus d'efforts pour comprendre l'idéologie, pour mieux la combattre. On est très fort pour rappeler les faits. Il s'est passé ça, 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 ça. Maintenant, une idéologie a un effet psychosocial tellement profond qu'il nous faut faire peut-être encore plus d'efforts, de partage, d'éducation, de débat sur comment fonctionnent les idéologies et comment ne pas les reproduire malgré nous. C'est peut-être ça mon message le plus important. Merci beaucoup. Madame Alice, Oui. on va faire un commentaire sur les causes profondes, FDLR, la sécurité, le discours du président. Pour conclure aussi, vous allez revenir parce que c'est vous qui avez amené le script et le Rwanda qui défie. 60 secondes, s'il vous plaît. Oui. Le FDLR, je l'entends récemment. Je l'ai toujours entendu. Il y a une tendance médiatique et politique à sous-estimer la capacité de nuire du FDLR. Et l'argument massu, c'est souvent le nombre, disant qu'ils se sont réduits, il a été réduit en peau de chagrin et qu'il ne peut pas représenter une menace pour le Rwanda. Il y a deux raisons pour lesquelles le FDLR reste une menace. Premièrement, le FDLR a eu le temps, le FDLR et les mouvements qui l'ont précédé avant, ont eu le temps de propager dans la région une idéologie, comme elles disent, dont les mécanismes n'ont pas encore été suffisamment démontés et discutés, rendant très difficile leur démolition. Deuxièmement, au plan concret, on peut voir que même au lendemain de l'accord de Washington, il a été décelé des mouvements du FDLR vers le Burundi. Je pense que peut-être pour parler de ça, la menace que ça continue de représenter au plan de la sécurité, de la politique et de l'économie, nous avons la malchance d'avoir un partenaire, y compris un partenaire pour la mise en application d'un accord de paix, dont l'État, la faiblesse de l'État congolais était en soi un danger. Pourquoi? Parce qu'il va devoir... Si vous permettez, parce que ça c'est Ça a trait à la sécurité Oui. et à l'accord de paix. Donc la faiblesse de la RDC, donc tout ça c'est un danger. Oui. Pourriez-vous conclure en 15 minutes? Donc 15 minutes 15 minutes 15 secondes. Ok. 15 secondes. Oui. C'est vrai, c'est un danger. Alors là maintenant, quoi faire maintenant si c'est un danger? Ça c'est au Congolais. Mais je pense que prendre conscience du danger. Pourquoi? Je suis née et j'ai grandi jusqu'à mes premières années de droit en République démocratique du Congo. Ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas d'armée. Et donc, les gouvernements précédents, et Kabila senior, Kabila junior et maintenant Tshisekedi, se reposent leur armée, en grande partie, leurs forces armées viennent du FDLR. En deuxième lieu, le fait que l'État est faible, mettre en exécution un accord comme celui de Washington devient un défi important. Donc maintenant, que faire pour le Rwanda? Pour le Rwanda, ça veut dire l'éveil, la préparation et la capacité des forces de sécurité rwandaises est toujours d'actualité. La lutte continue. La lutte continue.
Chers téléspectateurs, merci d'avoir été au rendez-vous de Majuscules Propos. On parlait de l'héritage d'hier, promesse de demain. On termine par ici. Vous étiez avec Amandine Dikomasabo, avec 3 invités. Le temps nous fait défaut. On se retrouve la semaine prochaine au même rendez-vous à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.